Bien, bonjour à tous et à toutes. Ravi d'être à nouveau parmi vous pour cette seconde édition du Carrefour du numérique. Alors aujourd'hui, on va parler d'IoT et de logistique. Alors on aura 5 personnes qui vont venir parler d'IoT et logistique. J'aurai l'occasion de vous les présenter juste un petit peu après. Alors, donc moi je vais servir d'animateur, peut-être juste vous donner quelques informations par rapport à la plateforme que vous utilisez. Donc, comme vous le voyez, il y a un onglet chat qui est tout en bas à droite qui vous permet de réagir, de poser des questions par exemple à nos intervenants. Alors, l'idéal d'ailleurs pour les questions, c'est d'utiliser l'onglet questions qui se trouve juste à côté de l'onglet chat, ce qui nous permettra de faire un très bon suivi de ces questions. Alors également, vous le verrez, on aura l'occasion de vous poser une petite question de sondage pendant le webinaire. Donc ça, c'est aussi l'onglet à côté. Alors si jamais vous rencontrez un souci technique avec la plateforme, ce qui est toujours possible, le premier réflexe à avoir, c'est de faire un rafraîchissement de la page. Éventuellement aussi d'aller dans la rubrique d'aide qui est en bas à gauche de votre écran avec un petit point d'interrogation. Et si vraiment ça ne fonctionnait pas, essayez peut-être de réouvrir le Livestorm, donc le webinaire, avec un autre navigateur. Et également, vous pouvez aussi poser quelques questions à notre équipe qui peut-être pourra vous aider s'il y a un problème technique, donc en posant la question dans le chat. Donc n'hésitez pas vraiment à utiliser cet outil, ce qui nous permet aussi d'avoir des petits feedbacks et de participer, de rendre ça le plus interactif possible. Voilà, j'ai tout dit pour les aspects techniques, mais donc place à notre sujet du jour, l'IoT et la logistique. Alors, on parle d'IoT, on aura l'occasion de voir quelques exemples de ce qu'on appelle l'IoT. Aujourd'hui, on sait que c'est vraiment un peu un buzzword avec l'IA notamment. Donc, on parle d'objets connectés. Il existe pléthore de solutions. On en verra quelques-unes aujourd'hui avec nos intervenants. Tout le monde, ou en tout cas beaucoup d'entre vous, ont parfois une montre connectée. C'est une forme de capteur IoT, évidemment pour un secteur assez particulier. Dans nos GSM, on a aussi tout un tas de capteurs, quelque part, qui vont parfois mesurer nos déplacements. Avec la puce GPS, on a également, par exemple, un accéléromètre qui permet aussi de passer en mode paysage ou horizontal. Voilà, tout ça, ce sont des éléments qui font partie de la grande famille des objets connectés. Alors, il y a beaucoup de définitions. Et d'ailleurs, quand on regarde le nombre, par exemple, de capteurs IoT dans le monde, on trouve des chiffres vraiment très différents, si ce n'est que la seule constante, c'est qu'on parle plutôt en milliards ou en dizaines de milliards, ou voire en centaines de milliards, quand on regarde les différentes études. Et aussi la constante, c'est la forte progression à travers le temps. C'est-à-dire qu'on regarde même des études qui ont été faites en 2015, qui prédisaient combien on en aura en 2020. Toutes ces études ont été dépassées, ou en tout cas, on est sur des très, très grands volumes. Par exemple, il y a aussi une étude qui disait que dans un ménage, il y a environ 50 capteurs, ou en tout cas à l'horizon 2025, 50 capteurs IoT, capteurs connectés au niveau du ménage. On sait que dans les voitures, il y en a beaucoup. Donc voilà, c'est quelque chose qui est omniprésent et là, j'ai pris des exemples de la vie quotidienne, mais aussi sont très présents dans les entreprises. Et là, ce sera nos experts du jour qui vont pouvoir vous donner quelques exemples. Et cette tendance avec les IoT ne va faire que s'accélérer, notamment avec en combinant l'IoT, par exemple, et l'IA, ou en combinant l'IoT avec de la blockchain, l'IoT avec la 5G qui arrivera demain, l'IoT satellitaire aussi. On a parlé aujourd'hui dans la presse du lancement d'une grosse entreprise, enfin d'une grosse site de production satellitaire. Nul doute qu'il y aura aussi tous des objets connectés dans ces satellites. Donc voilà, c'est vraiment un sujet qui ne fait que grandir. Alors, on mélange l'IoT et la logistique, la supply chain, c'est des définitions, des mots qui sont assez similaires, même s'il y a des petites nuances. Là, on sait qu'aujourd'hui, avec les enjeux climatiques, avec les enjeux de la crise énergétique, notamment, mais aussi le besoin des entreprises et des consommateurs d'être livrés rapidement, d'être certains d'être livrés. On a vu toute la problématique de la logistique pendant, par exemple, la crise Covid. Donc là, il y a des gros enjeux aussi au niveau de ce secteur, ou en tout cas au niveau de cette activité. Et le numérique, et pourquoi pas l'IoT, peut aider, contribuer à améliorer l'efficacité opérationnelle, à améliorer l'information, et aussi garantir une forme de rentabilité de l'activité transport logistique. Donc aujourd'hui, on va parler de ça. On va essayer de mieux expliquer de quoi on parle quand on parle de logistique et d'IoT, de donner des exemples
concret. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un capteur IoT, par exemple avec un capteur GPS, un capteur de température, à quoi ça peut servir, et aussi de voir à quoi ça peut servir et quels sont les gains pour les entreprises. Parce que c'est ça qui est important, parce que le plus gros challenge dans les organisations n'est pas toujours tellement d'identifier quelle est la technologie, est-ce que c'est l'IoT ou pas, quel capteur, mais c'est surtout de voir qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Quelle est la nouvelle promesse à la fois pour l'entreprise et aussi surtout pour les clients, qu'est-ce que ça va permettre de faire. Donc, on va pouvoir, à travers ces 5 intervenants, avoir en tout cas un peu plus de réponses sur ces aspects-là. Et on espère que ça va pouvoir vous inspirer pour vous aider à passer à l'action et peut-être résoudre un problème auquel vous êtes confronté aujourd'hui, ou en tout cas avancer dans votre démarche et dans votre réflexion. Alors, sans plus attendre, petite présentation de nos premiers panels d'intervenants. Anne-Stéphanie de chez Logistique in Wallonia, voilà, j'y arriverai, et Stéphane et Guy de chez Yves, pardon, je vais y arriver, de chez Multitel. Alors, peut-être juste avant de commencer avec leurs interventions, on va vous demander, déjà pour voir si le système du vote et du chat marche, et pour voir si vous êtes bien connectés, un petit icebreaker, dites-nous qu'est-ce qui vous a fait sourire aujourd'hui. Cliquez sur les différentes réponses, hein, donc il y a, je pense que le sondage s'affiche chez vous, effectivement, et donc je vois que vous êtes déjà une petite vingtaine à avoir répondu. Donc, quels sont les éléments qui vous ont fait sourire aujourd'hui? Apparemment, c'est plutôt le café, le thé du matin qui était la réponse la plus importante. N'hésitez pas à continuer à répondre. Et alors, je vais vous demander dans le chat de nous dire quel genre d'entreprise ou d'organisation, de quel genre d'entreprise ou d'organisation vous faites partie. Comme ça va aider un petit peu nos intervenants éventuellement à s'appuyer sur soit de votre secteur, le type d'entreprise. Est-ce que vous êtes plutôt une entreprise de la logistique ou une entreprise qui a une composante logistique au sein de l'entreprise, ou plutôt une entreprise du numérique et qui utilisait par exemple déjà des capteurs IoT, ou qui aimeriez, enfin vous allez envisager de le faire. Donc voilà, dites-nous ça dans le chat, et pendant que vous faites ça, on va aller vers Anne-Stéphanie qui va en quelques mots dire qui elle est et que fait Logistique in Wallonia. Alors, bonjour à tous, bonjour Jean-Philippe, et bienvenue à tous ceux qui nous écoutent via le webinaire. Donc, moi, je m'appelle Anne-Stéphanie Adibimé, je suis directrice adjointe chez Logistique in Wallonia, en charge de l'innovation. Donc, Logistique in Wallonia est un pôle de compétitivité wallon. Donc, chez nous, au niveau du pôle, quand on parle d'innovation, on parle principalement de quoi? On parle de toutes les solutions originales qui permettent aux entreprises du secteur de la logistique, mais qui ont également une fonction logistique. Et là, il y a énormément, voire toutes les entreprises ont une fonction logistique, donc elles achètent, elles distribuent, elles le vendent. Aider ces entreprises-là à répondre aux enjeux socio-économiques, environnementaux et technologiques. Ces enjeux qui sont, comme on le sait encore plus depuis ces dernières années, de plus en plus importants. Alors, chez Logistique in Wallonia, quand on parle de supply chain, de logistique, comment vous voyez le paysage? Quels sont les différents axes que vous identifiez au sein de votre pôle? Voilà. Alors, en tant que pôle de compétitivité, chez Logistique in Wallonia, on est vraiment au cœur de l'innovation et donc de cette transformation dont j'ai parlé tout à l'heure. Et on a une stratégie qui s'inclut vraiment dans le cadre de la stratégie régionale, puisqu'on a soutenu en partie par des fonds publics, en partie par des fonds privés. Et en fait, notre stratégie se définit sur 3 principaux axes. Donc, un axe qui est vraiment lié au positionnement de la supply chain, justement, au sein des entreprises. Positionnement de la supply chain, par exemple, au sein d'une entreprise. Je vais t'interrompre, mais je demande à la technique de passer au slide suivant, comme ça, voilà. les téléspectateurs, enfin les webinautes plutôt, vont pouvoir bien suivre ton explication. Voilà. Il n'y a pas de souci. Donc, tout ce qui concerne le positionnement de la supply chain comme levier de compétitivité dans des secteurs qui ne sont pas forcément des secteurs transport et logistique, donc que ce soit dans l'hôpital, dans l'industrie, dans l'agroalimentaire, la construction et que sais-je, de pouvoir tout ce qui est lié également à la digitalisation au niveau de la supply chain. La logistique interne est souvent quelque chose qu'on peut gérer ou qu'on gère facilement en bon père de famille, sauf qu'elle se complexifie de plus en plus. Donc, la digitalisation et tout ce qui est data management devient un enjeu vraiment crucial.
tout ce qui est également verdissement de la logistique, de la supply chain, des échanges. Donc ça, c'est vraiment un levier, un des axes principaux qui concerne le positionnement. Un autre axe, c'est tout ce qui est lié aux moyens de transport, aux modes de transport, aux bâtiments, aux équipements, qui doivent être de plus en plus verts, de plus en plus optimisés, automatisés, autonomes, etc. Et alors, un dernier levier qui concerne moins directement les entreprises, mais qui a tout son sens, c'est toutes les actions sur les conditions périphériques, parce qu'en tant que pôle de compétitivité, on soutient les politiques régionales dans notre domaine, comme par exemple la stratégie régionale de mobilité ou la stratégie de spécialisation intelligente de la région, pour ne citer que celle-là. D'accord. Voilà. Alors, récemment, vous avez réalisé une étude sur justement le secteur de la logistique ou de l'activité logistique. Quels sont les éléments qui ressortent de cette étude et dont tu peux nous parler? Alors, on a réalisé une étude sur la traçabilité dans le domaine de la logistique. Pourquoi une étude sur la traçabilité? Parce que, comme tout à l'heure, j'expliquais un peu les différents axes de notre stratégie. Cette étude-là s'inscrivait dans le cadre de l'axe 1 sur le positionnement de la logistique dans les entreprises et donc dans les différents secteurs. C'était important pour nous en tant que pôle de compétitivité dans le transport, la logistique et la mobilité. Les nouvelles idées, les solutions de traçabilité, on en reçoit tous les jours. Donc, que ce soit de la part des porteurs de projets, de fournisseurs de solutions ou d'entreprises qui veulent et qui se posent des questions, il y avait une vraie demande d'y voir un peu plus clair sur ce qui était disponible. Donc, du coup, on a proposé cette étude-là. Il faut savoir aussi qu'au niveau du pôle de compétitivité logistique Wallonia, on réalise des diagnostics supply chain 360. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a des experts supply chain qui vont dans les entreprises, qui ont des fonctions supply chain dans tout secteur confondu et qui vont faire une image, une photo de comment est-ce que l'entreprise organise sa supply, lui faire des recommandations et lui dire quels sont finalement ses points forts et ses points d'amélioration. Et dans ce cadre-là, on a identifié que le principal frein, la principale difficulté des entreprises auditées, donc on en a quand même fait 250 sur 3 ans, c'était vraiment la digitalisation. Et qu'on avait plus de 80% des entreprises, donc on le voit ici dans le slide qui est projeté, plus de 80% des entreprises qui avaient une logistique fragmentée, ça veut dire qu'il n'y avait pas vraiment d'échange entre les les éléments de la chaîne logistique, voire une logistique interne intégré plus ou moins, et c'était le maximum. Donc après, on n'arrivait vraiment pas à aller beaucoup plus haut parce que ça devenait complexe en termes de collaboration, en termes de digitalisation, en termes de suivi des données. Donc voilà, c'est une des raisons pour laquelle on a vraiment décidé de faire cette étude pour sensibiliser les acteurs, pour identifier les quick wins, donc les acteurs régionaux qui ont de l'expertise et qui peuvent la mettre au service de ceux qui ont besoin de cette expertise, et en tant que pôle de compétitivité pour identifier des marges d'innovation pour des nouveaux projets. Alors, quand on voit les différents niveaux de maturité de la supply chain, on peut aller assez facilement comprendre qu'au mieux, cette supply chain est organisée, au plus on va être efficient, donc une efficacité opérationnelle, et donc on va faire des gains, parce qu'on va pouvoir, par exemple, livrer plus vite ses clients, ou en consommant moins de ressources, que ce soit du temps de travail, du transport, etc. Donc voilà, plus efficace. Mais quand on va encore plus loin, par exemple, dans une logique de logistique plus collaborative, quels sont les gains là qu'on peut aller chercher, ou quel est l'intérêt d'aller dans cette direction-là pour une entreprise? Enfin, quand je dis une entreprise, en fait, c'est pour des acteurs, puisque on voit que justement, quand on parle d'intégration, de collaboration, on met plusieurs partenaires autour de la table. Aujourd'hui, surtout, quand je dis aujourd'hui, je parle vraiment, voilà, 2022, c'était pas au moment où l'étude a été faite un peu avant le Covid et on l'a publiée finalement début 2021. Quand on se rend compte des problématiques d'approvisionnement que les entreprises ont, quand on se rend compte des problématiques de stockage, des problématiques pour avoir finalement de planification, de suivi, il y a de vraies problématiques qui deviennent, avant, elles étaient importantes, maintenant, elles sont plus que critiques. Elles sont critiques. Et donc, clairement, avoir des échanges collaboratifs, d'avoir des partenaires et plus simplement fournisseurs-clients qui peuvent, d'avoir
une relation partenariale et une relation qui permet de rebondir. On a parlé beaucoup de résilience ces dernières années. Ça devient indispensable en fait pour survivre. Donc clairement, cette logistique collaborative, elle devient le levier, le moyen de pouvoir adresser, en tout cas un des moyens les plus efficaces de pouvoir adresser aujourd'hui ces problématiques. Alors on l'a vu aussi, on a vu brièvement le slide sur tiens, pour quelles raisons mettons en place des solutions de traçabilité. En tout cas, c'est ce qui ressortait de votre étude. Peut-être tu peux nous dire un petit mot là-dessus? Tout à fait. Je pense que les auditeurs, ou en tout cas ceux qui suivent le webinaire, ne seront pas du tout surpris de voir que la partie réglementaire et la question de la contrefaçon sont vraiment des premiers éléments qui permettent qui poussent à mettre en place en tout cas toutes des solutions de traçabilité. Il y a toute une série d'exemples récents et plus anciens sur notamment la partie réglementaire, mais il y a aussi une question de gain en compétitivité, simplement parce qu'aujourd'hui, les clients, que ce soit en B2B ou en B2C, veulent être livrés rapidement, veulent savoir d'où vient l'origine, veulent comprendre, veulent savoir par où c'est passé. On parle de circuit court, on parle de personnalisation. Donc, il y a énormément d'enjeux qui font que ce soit en termes d'approche collaborative ou de satisfaction du client, c'est vraiment important aujourd'hui d'aller plus loin dans des questions de traçabilité. D'accord. Alors peut-être pour bien poser le cadre, donc quand on parle de traçabilité, il y a deux grands termes qui viennent en tout cas de termes en anglais, le track and trace. Quelle est la différence entre les deux? Comme ça, on le dit une bonne fois, quitte à presque si on n'utilise pas le bon mot, mais au moins tout le monde comprenne bien la différence. C'est ça. Donc en fait, traçabilité, quand on parle en français de traçabilité, en anglais on parle de track and trace, c'est un peu comme quand on parle de sécurité, voilà, en anglais aussi, on a deux termes différents. Concrètement, l'idée ici, quand on parle de tracking, ça veut dire qu'on est vraiment en train de suivre un élément, une marchandise ou un conteneur, peu importe. On le suit pour voir un peu quelles sont ses positions futures. Donc on sait où il est, on sait où il va. On sait où il est et on anticipe presque sa destination. On est vraiment tourné vers le futur. Présent et futur. Tout à fait. Quand on parle de tracing, l'idée, c'est vraiment de travailler sur l'origine, de savoir d'où il vient, de savoir quelles sont les étapes. Là, on est plus en train de regarder un peu vers le passé pour s'assurer de l'historique, pour dire voilà, d'où ça vient, quelle est l'origine et par où c'est passé, pour s'assurer que quand on parle de circuit court, c'est pas parce que ça vient pas vraiment un circuit court. C'est vraiment un circuit court, par exemple. Ou aussi, on le voit, par exemple, quand il y a un problème de qualité, on peut éventuellement retourner dans la traçabilité. C'est l'objectif. Voilà, dans l'historique pour voir d'où vient le problème. Et c'est peut-être aussi, pourquoi pas, de faire de la traçabilité prédictive. Où on peut se dire, tiens, si on constate certaines sources d'approvisionnement, certaines erreurs, et comprendre pourquoi ça arrive sur le produit final ou en fin de course. Tout à fait. En fait, ici, dans l'étude qu'on a réalisée, il y avait vraiment pour nous deux ambitions importantes. La première ambition, clairement, c'était de mettre à disposition de tout qui pouvait avoir accès à cette étude qu'on a diffusée largement, qui n'est pas exclusive à nos membres, de pouvoir mettre à disposition les technologies qui existent. Donc, que les personnes, les entreprises sachent qu'il y a des technologies, certaines sont disponibles et la grande majorité en Wallonie, certains acteurs ont été identifiés, mais aussi de pouvoir dire à quoi ça peut servir et quels sont les enjeux aujourd'hui de ces technologies-là pour certains secteurs. On s'est assez bien focalisé, mais pas que, sur les secteurs des autres pôles de compétitivité, puisqu'on travaille vraiment en interpôle de façon de plus en plus proche, notamment sur tout ce qui est agroalimentaire, sur tout ce qui est biotechnologie et génie mécanique. D'accord. Bon, on va y venir sur quelques exemples de ce qu'on peut faire dans, par exemple, le secteur agroalimentaire. Mais juste peut-être avant d'arriver à cette partie-là, donc on vient de voir furtivement le slide à l'écran sur que peut-on suivre. Et donc, c'est important de pouvoir montrer les différents éléments. Donc, à la fois tout ce qui est moyen de transport, et on aura un exemple avec CityLine, aussi les équipements. Le projet CityLine se situe sans doute un peu dans la triangulation moyen de transport, équipement, marchandises. Mais on peut également, par exemple, suivre les personnes. Et là, on aura le dernier intervenant de chez BizDev qui nous parlera de qu'est-ce qu'on peut faire pour justement suivre les personnes et quel est l'intérêt de pouvoir faire ça. Donc, c'est ces quatre grandes familles
je veux dire, d'éléments que l'on peut suivre en track and trace, et donc sur lesquels vous avez travaillé. Alors, pour pouvoir faire ça, dans la traçabilité, il y a 4 grandes étapes. Peut-être qu'on peut les parcourir rapidement pour de nouveau bien montrer les différents éléments de cette chaîne de traçabilité. Oui, tout à fait. Donc, peut-être avant de parler des grandes étapes, on parlait tout à l'heure du track and trace et on a vu aussi dans le slide précédent les différents flux qui seraient concernés, donc aussi bien les flux financiers, les flux informatiques, les flux de marchandises. Il y a un flux qu'on oublie souvent, mais qui est un vrai pain pour les entreprises, qui est vraiment problématique, c'est le flux de documents. Aujourd'hui, en termes de gestion documentaire, documents signés, documents scannés, certificats matière, enfin, il y a énormément de documents avec une hétérogénéité de lieux de stockage, de sources, d'images, etc. Ben, il faut pouvoir les gérer de façon optimale, de façon efficiente, de façon à ce qu'on puisse avoir des éléments prédictifs. Donc, c'est pas simple pour les entreprises aujourd'hui de s'en sortir. Donc, on devrait presque rajouter une nouvelle catégorie. Donc, à côté des moyens de transport, des équipements, des marchandises et des personnes, les documents. En fait, pour chacune de ces catégories, on a un flux d'informations, un flux financier, un flux de documents, peu importe le type d'éléments qu'on suit. Donc, voilà, ça, je voulais quand même insister dessus parce qu'on n'en parle pas, on en parle peu, et pourtant, c'est critique. Et pourtant, c'est critique. Donc, concernant pour répondre directement à ta question, Jean-Philippe, concernant un peu les étapes d'une solution de traçabilité, donc au niveau de cette étude, on a identifié on s'est focalisé sur 4 principales étapes. Je vais en parler, je vais expliquer pourquoi on ne s'est pas focalisé sur la dernière. La première étape qui est vraiment la génération des données, avec finalement une identification peut-être pas exhaustive, mais en tout cas assez détaillée du type de technologie qu'on peut avoir pour générer des données, que ce soit identifier des marchandises ou des éléments, que ce soit les géolocaliser ou avoir des paramètres de température, d'humidité, etc. Donc, vraiment tout ce qui est génération de données, tout ce qui est traitement, transmission de la donnée. Donc, une fois qu'on l'a, comment est-ce qu'on la transmet, voilà, avec quel type de moyens de communication. Tout ce qui est base de données. Donc, on parle comment on va la stocker, quoi. Pour la stocker, cette donnée-là, que ce soit une base décentralisée ou au cloud ou quelque chose de plus local, etc. Donc, quel type de base de données en termes de traitement de données. Et là, on revient sur l'intelligence artificielle. On parle de plus en plus aussi de jumeaux numériques. Donc, grâce à cette étude, ça peut aussi nous ouvrir la marge d'innovation sur le potentiel des jumeaux numériques au niveau du transport, de la logistique et de la mobilité. Alors, il y a un dernier élément qu'on n'a pas abordé qui est finalement l'interface utilisateur. Et l'interface utilisateur, on ne l'a pas abordé parce que c'est souvent très spécifique au métier de celui qui met en place la solution de traçabilité. Donc, voilà, on ne l'a pas abordé parce que c'est plutôt un aspect plus spécifique. Mais les 4 autres briques, j'ai envie de dire, ont été abordées dans l'étude et donc voilà. Alors, quand on parle de capter quelque part la donnée, la génération de données, ben donc il y a aussi 3 grands piliers, je dirais, pour la donnée. Est-ce que tu peux nous expliquer quels sont les 3 types? Et alors après, on passera aux exemples plus concrets que vous avez pu identifier par secteur. Oui, tout à fait. Donc, peut-être avant de revenir sur les types de données, je vais expliquer un peu comment s'est menée l'étude. Donc, c'est une étude qui a été donc réalisée au niveau du pôle logistique Wallonia. On voulait vraiment avoir quelque chose, une étude qui prenait le pouls au niveau de la région, mais qui s'inspirait de ce qui était fait aussi à l'étranger. Donc, il y a eu une approche documentaire assez forte avec une consultation de toute une série de brevets, de toute une série d'articles, que ce soit des articles scientifiques ou des articles commerciaux, de solutions commerciales. Il y a eu des interviews d'acteurs nationaux, puisque régionaux, mais Bruxelles, en Flandre également, qui ont été interviewés par rapport aux technologies qu'ils proposaient. Et donc, on a eu également un sondage, là, qui était plus régional pour identifier quels sont les acteurs aujourd'hui, quand on parle de traçabilité en Wallonie, quels sont les acteurs qui proposent des solutions et quels sont les acteurs qui ont un besoin de solutions. Donc, voilà, tous les acteurs n'ont pas voulu
allez, certains ont voulu garder de la confidentialité par rapport à l'enquête, mais ça nous a permis finalement d'identifier qu'en Wallonie, on avait quand même un certain panel d'acteurs qui pouvaient proposer des solutions. Donc, pour revenir à la partie sur la génération de données. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a 3 principaux axes quand on parle de génération de données. On peut générer vraiment, savoir de quoi on parle en tant que données, donc identifier la donnée, qu'est-ce que c'est et finalement avoir la composition, que ce soit via un code barre, etc., pour dire, OK, c'est une caisse ou c'est une baguette, ou etc. On a la localisation qui permet vraiment de dire, OK, c'est scanné à tel endroit, à telle heure. Et on a aussi des paramètres qui peuvent dire, OK, on a scanné aujourd'hui ou on a pris la température aujourd'hui et cette caisse de vaccin, c'était des vaccins avec tel numéro de série, qui avait la bonne température et qui était situé je ne sais pas moi, à l'aéroport de Liège, à la douane, avant distribution. Voilà. Donc là, on est vraiment dans la génération de données. À un instant T, on génère toute une série de données qui vont alors suivre comme ça. Donc sur le quoi, sur le où ça se trouve et aussi un peu quel est l'état. Tout à fait, sur les différents paramètres en fonction du besoin. D'accord. Alors justement, maintenant, si on arrive dans les différents exemples, tu nous as apporté quelques exemples. Si on commence par ceux sur l'agroalimentaire, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les différentes manières de faire de la traçabilité et quels sont aussi un peu ceux qui sont les plus utilisés aujourd'hui et qu'ils seront peut-être d'autres qui le seront davantage demain. Oui. Alors, ce qui était intéressant pour nous quand on a fait cette étude, c'était d'identifier finalement les marges d'innovation. Donc, pour ça, on avait besoin de savoir finalement quelles étaient les solutions sur le marché qui étaient déjà bien utilisées, avec donc un niveau de maturité commerciale assez important. Donc, quand on a 1, 2, 3 sur l'échelle de maturité commerciale, 1, c'est voilà, une certaine acceptation de la solution avec peut-être des tests déjà. 2, ça veut dire qu'il y a déjà certaines solutions, mais pas forcément pléthore. 3, ça veut dire que c'est une solution qui roule au niveau commercial. Et donc, effectivement, on voit code barre et RFID, ça, c'est des choses qu'on voit souvent, même en tant qu'usager lambda. On va dans un magasin, le code barre, ça fait des années. RFID, on le voit même maintenant dans les librairies, on ressort avec des livres qui sont… Tout à fait. Et donc, en termes de dynamique d'innovation, là, c'était surtout lié aux brevets, aux articles. Est-ce qu'on a beaucoup de brevets dans le domaine? Est-ce qu'on a des articles scientifiques? Est-ce qu'on a même des articles d'entreprise ou des présentations, des conférences sur cette thématique-là pour voir comment ça évolue? Et là, voilà, on a positionné aussi certaines technologies pour dire qu'il y a quand même une certaine dynamique d'innovation dans ce domaine-là, que ce soit en Wallonie ou à l'étranger. Donc là, on a vraiment ouvert au sens très large. Si je prends par exemple la question de la biométrie de la matière, donc là qui consiste finalement à faire, pour l'expliquer de façon très simple, à détecter les imperfections de matériaux pour en générer un code qu'on va pouvoir lire par la suite. Donc, on voit ici un exemple sur un bouchon Liège. On a au sein de la région une société Eonic qui a travaillé dessus, mais avec Lucien Louvain, Kimesis et d'ailleurs Multitel, qui a travaillé dessus sur du papier pour détecter les imperfections de papier. Et aujourd'hui, il y a une spin-off qui est créée, qui va utiliser et commercialiser cette technologie, etc. Donc, c'est vraiment, en termes de dynamique d'innovation, il s'agit vraiment de positionner les différentes technologies. Et on voit que tout ce qui concerne l'ADN, le code à bulles, même le RFID et le code barre, il y a encore des espaces de dynamique d'innovation intéressants. Donc, il y a de l'espace, il y a déjà des acteurs en Wallonie qui le font, mais il y a encore de la place pour justement apporter des solutions. Clairement, parce que ce dont on se rend compte pour le moment, c'est que concrètement, on n'est plus sur une utilisation d'une technologie. La problématique et les enjeux deviennent tels qu'il faut un mix de technologies. On parle d'identification, mais il faut gérer l'authentification. Et donc, une fois qu'on a l'authentification, il faut le stocker de façon centralisée, décentralisée, voir en termes de sécurité, comment les entreprises qui participent de façon collaborative à cette gestion de la supply chain d'un produit, d'une solution, vont se retrouver en termes de confidentialité par rapport à leur prix et de compétitivité. Donc, il y a vraiment un mix à trouver. C'est pour ça que, voilà,
même sur les étiquettes et le marquage direct, on peut encore peut-être une dynamique d'innovation assez faible, mais on peut encore innover S'améliorer et innover. si on les intègre ou si on les lie avec d'autres dynamiques, d'autres technologies. D'accord. Donc là, on a vu quelques exemples pour l'agroalimentaire. Peut-être Oui. on peut aller sur ceux de la logistique Oui. au sens Oui, plus général ici, du terme. oui, tout à fait. Ici, je passerai peut-être plus rapidement sur les éléments de la logistique, mais c'est vraiment la même approche, maturité commerciale, dynamique d'innovation. On voit par exemple, par rapport à la dynamique d'innovation 3, tous les autres capteurs, détecteurs de proximité, des éléments qui sont liés, par exemple, à l'utilisation des places de parking, à la gestion intelligente du parking, donc qui font partie Qui des commence à se développer dans les qui se villes. développent, Ouais. qui doivent se développer parce qu'aujourd'hui, il y a des directives européennes par rapport à la mobilité connectée. Et donc, concrètement, toutes les régions vont devoir se positionner et aller plus loin dans cette dynamique de mobilité connectée. Donc, il y a des acteurs qui sont présents en Wallonie. On est en train de travailler au niveau du pôle logistique Wallonia avec le SPE Mobilité Infrastructure, avec d'autres pôles sur vraiment, avec le cluster TUID, avec le pôle Mécatec, notamment le pôle Skywind, sur vraiment positionner les acteurs qui sont présents dans cette thématique-là et voir comment avancer vers de nouveaux projets, de nouvelles solutions. Je voudrais juste dire un mot aussi par rapport à la vision industrielle, parce que concrètement, aujourd'hui, c'est toujours, au niveau maturité commerciale, c'est assez haut, mais en termes de dynamique d'innovation, tous les jours, il y a des projets qui permettent d'utiliser, de préciser, de détecter les colis entassés, les colis voilà, de formes différentes, etc. Donc, il y a vraiment de l'espace aussi encore en termes d'innovation. Oui. Pour tout ce qui est utilisation de systèmes de vision, que ce soit Tout à par des fait. caméras Tout à ou par fait. des lasers ou Tout par à fait. Tout d'autres à fait. capteurs. Tout à fait. D'accord. Peut-être un dernier élément sur les différents secteurs. Alors, le pôle logistique wallonien avec la CCW, donc la Confédération de la construction en Wallonie, le CSTC et d'autres acteurs dans le pôle Greenwind. On a un projet qui est d'ailleurs soutenu par Digital Wallonia qui s'appelle Digizy. Et l'objet de ce projet, justement, c'est de favoriser la digitalisation des entreprises de la construction. Donc, concrètement, le rôle du pôle dans ce projet-là, c'est aussi de sensibiliser sur la traçabilité des matériaux de construction et sur l'impact dans la supply chain des entreprises de construction. Donc, voilà, l'idée, c'est vraiment avec l'écosystème et les acteurs présents, de pouvoir sensibiliser à ce qu'il y a moyen de faire avec ces outils qui sont présents en Wallonie et les acteurs qui sont présents. D'accord. Alors, je vois qu'il y a quelques éléments dans le chat, mais n'hésitez pas à poser vos questions sur ce sujet et on peut y répondre soit ici maintenant ou soit juste après, parce que Anne-Stéphanie reste encore avec nous quelques instants. Alors, juste pour conclure, peut-être, Anne-Stéphanie, par rapport à la suite de cette étude, voilà, vous avez lancé cette étude, vous êtes sorti avec beaucoup d'informations très, très riches, qui certaines sont déjà utilisées dans vos différents projets, mais c'est quoi la suite Alors, ce qu'on a constaté au niveau de cette étude, mais qui confirme finalement des sondages et des enquêtes internationales qui ne sont pas réalisées par nous, mais par des acteurs tels que Deloitte et d'autres, et certaines qu'on a réalisées à l'échelle wallonne, c'est que vraiment les entreprises vont se mettre dans une dynamique d'innovation pour autant qu'il y ait derrière un modèle économique. Donc, aujourd'hui, on ne peut plus adresser les projets avec uniquement des enjeux technologiques. Ce n'est plus possible, ce n'est plus crédible pour les entreprises. Concrètement, au niveau du pôle logistique wallonien, et je pense que c'est vraiment l'approche qui est privilégiée maintenant par tous, c'est de pouvoir travailler avec ce que nous, on appelle des end-users, donc ceux finalement qui vont utiliser les technologies pour voir quel est leur ROI, le retour sur investissement, quel est l'impact que ça va avoir sur leur compétitivité directe à moyen terme, voire à court terme. On a aujourd'hui des projets qui sont valorisés en cours de projet parce que les entreprises ont vraiment besoin de pouvoir avancer. Donc voilà, ça nous permettait d'identifier les quick wins et de renseigner rapidement ce qu'on est en train de faire depuis l'étude et qu'on continue de faire, mais aussi de focaliser sur quel type de projet mettre en place et quelles entreprises rassembler pour avancer vers une solution originale en Wallonie.
D'accord. Merci à toi. Alors, avec plaisir. Sans plus attendre, on va chez Stéphane et Yves. Alors, Yves, toi, tu es plutôt la partie logistique et Stéphane, plutôt la partie technique. Alors, peut-être pour commencer, en quelques mots, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas et surtout qui ne connaîtraient pas Multitel, qui êtes-vous? Que fait Multitel? Bonjour à tout le monde. Donc, Multitel est un centre de recherche agréé, donc qui fait partie des 19, je pense que c'est 19 centres qui existent en Wallonie, avec une spécialisation et une orientation vers la digitalisation de tous les processus, au sens large, hein, aussi bien industriel qu'agroalimentaire, puis citer l'agriculture, qui est évidemment un domaine sur lequel il y a pas mal de développement. On a pas mal d'activités aussi dans le domaine de la santé. On est aussi dans des applications de digitalisation grand public, hein, donc pouvoir accéder beaucoup plus facilement aux administrations, etc. Et évidemment, puisque c'est la thématique du jour, on a pas mal d'activités sur l'utilisation de la digitalisation et de l'IoT dans le domaine de la logistique. Alors les buzzwords, hein, les mots à la mode chez nous, c'est IoT, intelligence artificielle, toutes les activités blockchain, tout ce qui est évidemment lié cybersécurité, qui revient évidemment beaucoup à la mode dans les thématiques, et donc qui est très lié à toutes ces activités et à l'évolution de la digitalisation. Alors, on a aussi beaucoup d'activités dans le domaine du transport. Donc, si on prend plutôt les applications verticales, on a des activités assez importantes et où on a une focalisation, où on arrive à fournir des technologies, on va dire, un peu en avance de tout le monde, puisque la définition… C'est peut-être une spécificité. Donc, au-delà des secteurs d'activité, de manière générale, Multitel, en tant que centre de recherche, vous positionnez sur des éléments d'innovation, voire de recherche et développement. Enfin, vous êtes plutôt sur des technologies avancées et vous aidez les entreprises ou les acteurs, parce qu'il n'y a pas que les entreprises, justement, quelque part à tester ces technologies, à les mettre en œuvre pour justement être plutôt dans les premiers wagons que dans les derniers, si je résume bien. Tout à fait. C'est un peu l'objectif que donne la Wallonie au centre de recherche appliqué, puisqu'il y a le mot appliqué qui est important chez nous. À partir des besoins donc, c'est vraiment des toujours entreprises, des clients. Des besoins. On fait très peu de recherche au sens thématique pour faire avancer des thématiques. On essaye de résoudre les problèmes des entreprises qui nous posent un problème, qui généralement demandent une approche innovante. Et c'est vraiment les raisons pour lesquelles, généralement, on vient nous voir. Alors justement, on va voir, et c'est Yves qui va nous en parler, le projet CityLine, où c'était là plusieurs entreprises, plusieurs acteurs qui sont venus vous trouver parce qu'ils avaient un problème et que ça nécessitait des solutions innovantes. Alors peut-être qu'avant de laisser la parole à Yves, peut-être on peut regarder la vidéo du projet CityLine. Je regarde la régie qui est en train de préparer la vidéo et de la lancer. Et donc, on peut lancer la vidéo et nous, on se retrouve juste après cette première présentation et il va nous en dire un peu plus sur les grands éléments de ce projet. Au moyen d'une plateforme informatique qui vient faciliter cette collaboration. Donc, il s'agira pour les chargeurs d'un guichet unique qui leur permet de passer leurs heures de transport. Chez Farms, donc on propose des produits bio et locaux, mais exclusivement sur notre site en ligne. Ce qui est important pour nous, c'est que CityLine est vraiment la valeur écologique au centre du projet et donc de pouvoir mettre en avant un score environnemental qu'on peut présenter à nos clients. En plus, CityLine va permettre de faciliter l'association de différents moyens de transport. eFarms amène la totalité des colis qui sont confiés à Coursier-Wallon-Namur et à Delivery ici au dépôt de Coursier-Wallon, de manière à ce que chaque chauffeur Delivery avec sa camionnette ou chaque coursier de Coursier-Wallon avec son vélo de transport vienne chercher les colis correspondant à sa tournée. Delivery en tant qu'entreprise de transport spécialisée dans la livraison de colis en J0, donc s'inscrit dans une logique de diminution de la pollution. Grâce au projet CityLine, nous pouvons densifier les tournées, nous pouvons mutualiser les livraisons, désengorger les villes. Pour que CityLine fonctionne et que la mayonnaise prenne, l'enjeu principal c'est de définir les bonnes règles du jeu qui invitent chacun à plus collaborer. C'est vraiment atteindre ensemble un volume suffisant qui permettra de réduire les coûts opérationnels d'une part et les coûts environnementaux d'autre part.
Alors voilà, donc vous avez eu un bref aperçu du projet Cityline. Donc on voit que c'est déjà un consortium avec différentes entreprises, des acteurs, je veux dire, du transport dernier kilomètre, hein, comme le coursier wallon Jérôme, et j'ai vu que Olivier nous suivait dans le chat. Bonjour à lui et bonjour aussi à tous les autres, hein, dont je ne vais pas citer tout le monde. Et donc on a des acteurs vraiment du transport pur. On a des entreprises, je dirais, plus classiques qui ont des biens, des marchandises à faire livrer. Je voyais dans les différents logos comme eFarms, Tarte de Françoise, aussi une brasserie, etc. On a des acteurs plutôt du monde numérique comme IT Optics, Multitel aussi, hein, qui sont là pour aider. Et donc, toutes ces entreprises, tous ces acteurs se sont mis ensemble pour faire le projet Cityline. Peut-être tu peux nous le présenter, alors là, plus sur ce que ça fait, mais sur peut-être les difficultés, les enjeux qu'il y avait sur ce projet et pourquoi voilà, tous ces acteurs ont eu besoin, notamment de Multitel, pour essayer d'apporter une solution à cette difficulté qui était liée à la connexion de tous ces acteurs. Alors, le mot connexion, interconnexion est central naturellement dans le projet. Donc, il s'agit bien d'une offre de transport qui est axée sur la logistique urbaine, de manière collaborative et également au niveau environnemental, qu'elle soit respectueuse de l'environnement. Ces trois éléments ne sont pas négociables et doivent être mis en œuvre. Mais le côté interconnexion important, la première chose à faire, c'est interconnecter les opérateurs, les acteurs. Vous avez parlé de chargeurs, vous avez parlé de technologies qui vont permettre de mettre en liaison les chargeurs et les apporteurs de solutions. Mais avant tout, l'idée, c'est de permettre à différents acteurs du monde du transport de collaborer pour apporter une offre unique. Et ça, c'est important. Le transport urbain, on ne l'a pas toujours en tête, est quasiment par nature un transport multimodal. Et je parlerai aussi de synchromodalité dans le slide d'après, c'est-à-dire la capacité à apporter un service qui repose sur plusieurs offres possibles et à l'instant T, apporter la meilleure offre. Donc ça, c'est le cadre. Mais pour ce faire, naturellement, le côté mise en commun d'un certain nombre de moyens pour apporter la meilleure solution optimale et avec ce double objectif environnemental et économique est important et est vraiment un challenge quand même assez difficile à résoudre. Donc, la première chose que nous avons dû faire, c'est mettre autour de la table les gens pour qu'on puisse ensuite développer les solutions techniques qui vont apporter ces résultats. Ça, c'était quelque chose d'assez important. Ensuite, sur le plan des objectifs du projet lui-même, au niveau technique, hein, ce binôme objectifs environnementaux, objectifs économiques est important. J'ai parlé d'interconnecter les transporteurs. Il y a un autre élément qui est important d'avoir en tête, c'est le côté d'une interconnexion interurbaine. Parce qu'on pense logistique urbaine, bah oui, je suis dans ma ville, je distribue. Mais d'où viennent les marchandises? Donc les marchandises, elles viennent la plupart du temps d'autres endroits. Donc c'est aussi l'interconnexion de deux environnements, celui de départ, celui d'arrivée, avec le transport interurbain. Et là, on peut commencer à parler d'une offre collaborative qui apporte un service global et qui va permettre aux utilisateurs d'avoir accès à un guichet unique pour avoir accès à cette solution. Alors, tu as parlé de synchro-modalité qu'on peut passer sur le slide suivant qui va permettre voilà, de mieux faire comprendre à nos webinautes de quoi il s'agit. Pour expliquer pardon. Vas-y, explique-nous. La synchromodalité, j'aime bien prendre l'exemple suivant, c'est-à-dire que pour le transport des personnes, c'est quelque chose qui est assez naturel. Je prends l'exemple, admettons que j'ai besoin d'aller à un salon et je vais prendre le dernier train, le salon est à Lyon, je vais prendre le dernier train, j'ai calculé mon coût pour arriver à 11h du soir à l'hôtel. Dans le train, je suis dans le train et j'entends le contrôleur qui dit « nous avons 2 heures de retard ». Donc je sais d'avance que le dernier bus sera parti, j'avais prévu de prendre le bus. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais changer mon mode en temps réel par rapport à une information que je viens de recevoir. Et je vais appeler un taxi pour pouvoir arriver à mon hôtel. Cette idée, elle est assez classique finalement quand on est des gens qui s'autotransportent. Mais imaginez de faire la même chose avec des colis. L'idée de la synchromodalité ou n'importe quel type de marchandise. La synchromodalité, c'est vraiment cette idée d'avoir plusieurs ressources possibles de transport, de pouvoir jouer en temps réel sur ces différentes ressources et être capable d'abord dans un premier temps dans le planning de choisir la meilleure, encore une fois sur ce double créneau économique et environnemental, et deuxièmement, en cours de route, si sur le premier segment de transport, on a une difficulté, être capable de changer
si possible, notre fusil d'épaule pour pouvoir apporter un meilleur service en temps réel. Et à ce moment-là, naturellement, cette collecte d'informations, et c'est là que la notion de connexion digitale des entreprises est importante, avec notamment les IoT, est importante pour pouvoir collecter au plus vite l'information, parce qu'une fois que si on a l'information 2 jours après, naturellement, c'est trop tard. Et donc, pour résumer, donc, quand on parle de logistique urbaine synchromodale, donc c'est parce qu'on va avoir donc, plusieurs acteurs. Par exemple, on va avoir un colis qui part peut-être d'une maison, qui va arriver dans un entrepôt. De cet entrepôt, on va avoir un camion qui va peut-être venir le chercher pour le déposer jusqu'à un autre entrepôt, admettons en périphérie de la ville. Et puis, il y a une première peut-être camionnette qui va venir chercher ce colis pour l'amener à un point de dispatching. Et puis, le dernier kilomètre va être fait tantôt peut-être avec un vélo cargo, avec une remorque sur un scooter électrique. Voilà, donc on va vraiment combiner à la fois les moyens de transport, mais souvent, on le voit, les moyens de transport sont aussi liés à des acteurs différents. On le voit ici dans le projet Delivery, Coursier Wallon, pour ne citer que ces deux-là. Et donc là, il y a besoin énormément d'informations, d'échanges d'informations. On parlait tout à l'heure d'échanges documentaires. Et c'est sur cette couche-là, à la fois de capter l'information d'où se trouve le colis, mais aussi de pouvoir dire, ben voilà, moi, je te livre une palette de telle taille avec X colis qu'il faudrait après répartir. Et peut-être que certains devront prendre la camionnette, d'autres le vélo. Et donc, c'est tout ça, tous ces éléments-là de communication que vous avez quelque part intégrés dans ce projet et qui était un véritable challenge. En effet, c'est cette idée de d'abord mettre en place un planning. Ouais. Ensuite, à partir de ce planning, le mettre en œuvre et collecter en temps réel des informations pour pouvoir ajuster la solution en fonction des aléas de l'exécution des différentes demandes de transport est un élément vraiment important. En insistant sur le côté synchromodal, c'est-à-dire tout à l'heure, dans la diapo, on voyait qu'il y avait des parallèles. Ouais. C'est-à-dire potentiellement, fatalement, un camion qui va de A à B en roulant au diesel, ça c'est facile, c'est économique, c'est pas cher. On sait que sur le plan environnemental, c'est pas le mieux. Et après, on essaye d'apporter des solutions alternatives plus ou moins complexes, parfois très complexes. Et plus on apporte de la complexité, plus la technologie va devenir impérative, plus l'interconnexion des gens, plus l'interconnexion physique aussi, parce que l'interconnexion physique, c'est être capable de travailler sur plusieurs modes de transport. Donc, il faut aussi réfléchir à la notion de conteneur intelligent. Alors, tout de suite, vous pensez aux IoT. Les conteneurs intelligents, avant tout, c'est quoi? C'est des conteneurs qui sont standardisés pour répondre aux standards des différents modes de transport. Aussi, c'est un élément important. Donc, l'interconnexion physique, l'interconnexion digitale, pour permettre l'interconnexion des opérateurs au service du client. Alors, cette interconnexion digitale, ça passe par le volet technique. Et là, c'est Stéphane qui va nous en parler. Donc, on voit dans le projet qu'il y a beaucoup d'éléments, en tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre, ce que j'ai appelé less, donc paperless, contactless, pickingless, GPS-less. Donc, vous avez mis beaucoup d'efforts, je veux dire, pour essayer de réduire justement toutes ces difficultés, parce que j'imagine que c'est chaque fois une difficulté. Donc, vous avez essayé de simplifier tous ces éléments-là. Peut-être peux-tu nous en parler et de dire justement quels sont les éléments techniques que vous avez mis en œuvre pour atteindre ces challenges. Tout à fait. Donc, pour résoudre les challenges que vient de présenter Yves de Blic juste avant, on sent bien que l'IoT peut amener pas mal d'informations. Alors, si on prend un peu les points qui sont particuliers par rapport aux applications et à la capacité à rendre économique ce qu'on vient d'expliquer avant dans cette chaîne, c'est qu'on sent qu'un premier sujet, c'est qu'il faut mutualiser. Comme il a dit, si on prend un camion qui va de A à B, finalement, ce n'est pas intéressant au point de vue environnemental, ce n'est pas intéressant au point de vue coût. Donc, la mutualisation est clairement l'approche qui est la plus importante dans la démarche. Et donc, mutualiser, c'est beaucoup d'acteurs, c'est mettre des choses ensemble. Comme Anne-Stéphanie l'a présenté avant, évidemment, la traçabilité est extrêmement importante, puisque le principe de base de la logistique, c'est d'amener de A à B, mais en faisant évidemment le moins d'erreurs, en oubliant le moins de colis, en ayant le moins de fausses routes, et en fournissant un colis en bon état. Donc, on voit clairement qu'on est dans des approches où cet aspect de mutualisation et de traçabilité est évidemment très important, et on sait difficilement le faire de façon économique, de façon non automatisée. Donc, le point particulier et la stratégie qu'on a développée dans le cadre du projet, c'est pour mutualiser, c'est d'utiliser finalement ce qu'on appelle un conteneur intelligent. Et la deuxième approche, c'est évidemment cette capacité à automatiser le plus possible le processus. Et pour montrer, par exemple, avec un exemple très concret,
en quoi l'automatisation peut servir à quelque chose. Si vous prenez un opérateur qui livre dans une livraison urbaine, il fait de l'ordre de 500, 600 livraisons par jour à chaque endroit très rapidement. Si vous dites simplement, il prend son objet, il doit le traquer, donc prendre son scanner, lire, il va passer quelques secondes, fois 600. Fois 600. Donc, c'est évidemment 600 livraisons fois 3 secondes, on est déjà à 1800 secondes. 1800 secondes, c'est une demi-heure. Donc, ça veut dire que dans sa journée, il a passé une demi-heure à simplement prendre une information qui peut être acquise automatiquement. Et donc, tout l'intérêt, évidemment, de la démarche ici, c'était l'automatisation de ce processus. Donc, finalement, essayer de diminuer ce temps de tracking, puisque c'est quelque chose sur lequel la digitalisation peut amener des améliorations. Et donc, rentrer dans cette logique de paperless, puisque le suivi document est automatique. Et donc, de cette acquisition d'informations la plus automatique possible. Contactless, c'est d'essayer de moins toucher l'appareil et finalement, pas l'appareil, l'objet qu'on veut livrer, et quelque part, dans cette chaîne de traçabilité, de fournir son statut ou la façon dont il avance dans le statut de suivi du paquet de façon la plus automatique. Puisque si on regarde finalement une chaîne logistique, la façon dont ça fonctionne, vous avez finalement un jumeau numérique qui suit tous les flux physiques des objets, avec évidemment l'intérêt, on peut inventer tous les outils de digitalisation les plus sophistiqués, les plus améliorés, avec les algorithmes les plus sophistiqués. S'ils ne correspondent évidemment pas aux flux physiques réels, ils sont sans intérêt. Donc c'est clair que pour que ce genre d'information, de digitalisation fonctionne convenablement, il est fondamental que l'information qu'on suit soit correcte. Alors justement, on a parlé de containers intelligents ici. Vous avez développé des solutions techniques, peut-être c'est l'avant-dernier slide pour la régie. Peut-être tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce que vous avez fait vous concrètement, et aussi quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées, parce que là on a l'impression que vous avez pu résoudre tous les challenges. Je me doute que ça n'a pas été facile tous les jours, et donc se dire tiens, quelles sont les difficultés, quelles sont les choses, je veux dire, à faire ou peut-être à éviter de faire si demain on devait se relancer dans un tel projet. Donc, est-ce que tu nous parlais à la fois un petit peu de ces éléments techniques et à la fois aussi de ces éléments en disant tiens, demain, si on doit refaire le même projet, qu'est-ce qu'on ne ferait plus, et ce qui permettra aussi à nos webinautes de s'inspirer, de se dire ok, on peut s'appuyer un peu sur votre expérience pour aller plus vite dans leur projet. Donc, tout ce qui a guidé en fait un peu la démarche, si vous regardez, c'est évidemment d'arriver à mimer tout ce qui se passe dans le transport par container qui est très installé, qui est le transport fluvial mondial, pas fluvial, maritime mondial. C'est des containers. Évidemment, on n'est pas dans les mêmes dimensions, mais dans les principes, on est exactement dans la même chose. Donc, on est reparti sur les mêmes principes que ce qui est fait dans la logistique mondiale, mais avec évidemment une logique locale et avec des mécanismes et des outils qui doivent coûter beaucoup moins cher. Et donc, pour arriver à avoir cette traçabilité et les outils qu'on met en œuvre pour arriver à concrètement avoir cette traçabilité orienté urbain, donc avec des acteurs évidemment plus petits et des moyens financiers qu'ils peuvent mettre par rapport à ce qu'ils traquent totalement différents, puisqu'on ne peut évidemment pas mettre les mêmes moyens pour suivre un conteneur dans le monde que suivre une caisse de fruits qu'on veut livrer localement. Et donc la chaîne hiérarchique technique qu'on utilise est finalement basée sur 3 niveaux. Donc vous avez des mécanismes qui permettent à des points fixes de suivre et d'accéder à l'information qui est finalement la troisième partie dans la figure, qui est la collecte de données et qui est finalement un point d'accès tout à fait générique et qui a la spécificité d'être installé souvent dans les centres de livraison, etc. Et donc, il n'a pas de problématique d'alimentation, donc typiquement alimenté sur le réseau, et donc qui peut acquérir énormément d'informations, mais qui n'est pas mobile. Donc, on ne peut clairement pas mettre sur un vélo et qui fonctionne sur des connexions de type Ethernet, Wi-Fi, 4G, 5G. Donc, des solutions des solutions, on va dire, classiques, très souples, mais qui peuvent se déployer, mais qui ne sont pas transportables, qui sont figées. Donc, c'est typiquement les points de départ, les points de distribution, dans les entrepôts, les endroits de ce type-là. Alors, la deuxième partie d'interaction dans la figure,
dans le suivi, puisqu'on doit évidemment avoir une traçabilité sur l'entièreté de la chaîne et en permanence, hein, Ouais, si on du veut conteneur, par évidemment exemple, ouais. cette traçabilité jusqu'au dernier kilomètre. Donc la partie qui est installée sur le vélo, qui est la partie donc, mobile, on est beaucoup plus sur quelque chose qui ressemble à un téléphone sans écran, pour être simple, hein, et donc qui est plutôt sur quelque chose qui doit contrôler sa consommation, mais qui peut tenir sur une consommation de l'ordre de la journée, puisque c'est quelque chose qu'on peut réalimenter une fois par jour, puisque pour le moment, on ne fait pas encore de la livraison 24 heures sur 24, etc. Et donc, qui est plutôt basé typiquement sur les communications 4G, 5G dans le futur, et évidemment la capacité à aller chercher ces plus petits capteurs, donc avoir des moyens de communication qui sont basés sur Bluetooth low énergie. Et donc, c'est typiquement ce qui est installé sur le vélo. Et la troisième partie, pour suivre les objets qui sont beaucoup plus petits, où là, évidemment, l'aspect consommation électrique, dimension coût est extrêmement important, puisque si on regarde évidemment sur la première partie des entrepôts, il y en a peu. Oui. Des vélos, il y en a un peu plus. Des objets qu'on essaye de traquer, il y en a vraiment beaucoup. Voilà, c'est-à-dire que le coût et l'aspect duplication est extrêmement important. Et là, en fait, quand on regarde dans les démarches qui sont assez globales, l'outil qui se généralise par rapport à la traçabilité de ce genre de choses, c'est vraiment le Bluetooth low énergie. Et si on peut donner un conseil et un avis par rapport aux utilisations et aux choses qui ont été faites, c'est qu'on a vu des solutions qui sont très propriétaires, mais qui ont l'inconvénient d'être difficiles à mettre en œuvre quand vous êtes dans des environnements qui sont multi-acteurs. À partir du moment où, évidemment, vous avez une solution propriétaire, vous devez tout gérer vous-même. À partir du moment où vous alignez sur des choses qui sont plus standardisées, vous trouvez évidemment des acteurs qui peuvent vous aider et fournir des technologies qui, encore une fois, réduisent le coût, puisque vous n'êtes pas tout seul devant un problème. Et un autre aspect où c'est vrai qu'au début du projet, on était plutôt parti sur des technologies de ce type-là, et on s'est rendu compte, notamment par la participation à d'autres projets européens, que finalement le choix n'est pas tellement celui-là, c'est les solutions de type Zigbee, où on pensait réellement que c'était des techniques qui étaient assez efficaces, et on voit clairement que le Bluetooth low énergie est occupé à prendre l'avantage par rapport à Zigbee dans des environnements de type logistique. Évidemment, si on regarde en domotique, c'est le contraire. Ouais, c'est différent, évidemment. Mais ici, dans le domaine de la logistique, on voit clairement que les solutions de type Zigbee, qui sont un peu équivalentes dans les principes par rapport à du Bluetooth low énergie, sont très peu utilisées. Et ça, donc, quelque part, c'est un peu le résultat de tout ce travail que vous avez fait, de l'apport de votre expertise, des discussions avec aussi les partenaires du projet pour arriver à cette solution. Mais s'il y a quelque chose où vous dites, tiens, on a perdu du temps là-dessus, on ne doit plus refaire, qu'est-ce que vous diriez? Quel apprentissage vous avez fait sur ce projet qui peut être partagé pour se dire, voilà, si vous êtes dans ce cas de figure, évitez de faire ceci, cela, on a trouvé une autre solution. Enfin, tu parlais ici avec dire, voilà, Zigbee, c'est peut-être pas le meilleur outil pour de la logistique urbaine. Est-ce qu'il y a d'autres apprentissages comme ça que vous pouvez… L'apprentissage, bon, évidemment, on est un peu défenseur de ce genre d'approche, c'est surtout de ne pas utiliser des solutions propriétaires et ne pas se croire plus fort que tout le monde et de faire des solutions tout seul. Donc, il existe énormément de standards, et le standard que nous, on pousse, puisqu'il a évidemment énormément d'acteurs et d'historique, c'est le standard basé sur les solutions de GS1, puisque pour situer, en fait, GS1, c'est un organisme mondial, c'est l'organisme qui standardise quelque chose que tout le monde connaît parce que vous envoyez strictement partout, c'est le code barre. Donc, finalement, vous allez dans un magasin, vous voyez un code barre, et c'est tout à fait standardisé sur n'importe quel code barre. Vous pouvez rentrer l'information et de connaître finalement l'identification d'un produit. Et donc, il y a évidemment le code barre dans la grande distribution que tout le monde connaît, mais c'est beaucoup plus large que ça. Donc, des solutions de type IoT, des généralisations de ce type-là, des capacités à acquérir toutes sortes de techniques, d'échanger ce genre d'informations, de les intégrer dans des processus de traitement, etc., sont plein d'objets, d'outils qui existent. Et les plateformes qui permettent de gérer ce genre de standards sont beaucoup plus faciles à intégrer dans les acteurs. Donc, si je dois résumer, c'est plutôt, en tout cas, les conseils que vous donnez, après chacun les approprie, travailler sur des solutions, je veux dire, ouvertes, standardisées, ce qui permet plus facilement l'interopérabilité, l'échange, le multimodal, que ce soit dans les transports ou avec les acteurs. Aussi de peut-être pas vouloir parfois réinventer la roue et de faire quelque chose
tout seul, mais en collaboration, en s'appuyant sur un centre comme le vôtre ou d'autres acteurs aussi qui peuvent aider. Et alors aussi, ce que je retiens, c'est le fait que vous avez dit d'essayer d'avoir la solution globale en mettant les gens autour de la table. J'imagine qu'il y a eu beaucoup de discussions au début pour voir comment on allait faire. Et ça, c'est aussi une des clés de la réussite de ce projet, de ce qu'on dit de projet, test grandeur nature, comment vous le qualifiez? C'est l'exemple de ce genre de projet, c'est que si vous regardez le type d'acteurs, c'est des cultures extrêmement différentes. Hein. Ouais. Au début, Coursier Montois, au début, il conduit des vélos. Donc, tous les aspects digitalisation, parfois, il est un peu plus éloigné. Bon, IFARM, il livre. Ils partent évidemment d'acteurs sur des technologies qui sont plus simples. Et il y a toujours cette image que ces technologies de traçabilité, c'est la grande distribution, c'est les grands acteurs, ça va coûter très cher, c'est très compliqué, c'est pas pour moi, ce qui est totalement faux. Il y a moyen de réutiliser les mêmes principes et les mêmes outils, évidemment, dans des implémentations qui ne sont pas les mêmes et qui sont adaptées. Typiquement, le lecteur que vous avez dans la grande distribution, c'est des lecteurs spécifiques qui coûtent des milliers d'euros, qui peuvent scanner 50 objets à la seconde, enfin, je pousse un peu, mais beaucoup d'objets à la seconde. Ici, évidemment, ce n'est pas le cas. Donc, on peut mimer ce capteur, cette capacité de tracer, à partir d'une caméra sur un téléphone. Et donc, on peut réintroduire dans tous les processus la même information, évidemment, avec des débits et des mécanismes simplifiés, mais à partir de téléphones qui sont beaucoup plus simples à utiliser et qui sont beaucoup plus adaptés sur des objectifs de ce type. D'accord. Donc, en conclusion, dire que c'est accessible à tout le monde, si ce n'est que, dans ce cas-là, il faut avoir des solutions qui sont adaptées à qui on est, à la taille, aux besoins. C'est un peu le message. Et qu'on peut tout à fait, comme vous l'avez montré, faire quelque part appliquer les principes, en tout cas, pas forcément les technologies, de très gros acteurs, on voit ces gros bateaux pleins de containers, à au final des plus petits acteurs qui se développent et qui sont sans doute demain seront plus gros, mais en tout cas qui commencent petits, comme le Coursier, comme IFARM, comme Deliver. Tout à fait. Et merci pour cette conclusion de cette première partie. Alors là, on va faire une petite pause. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de profiter du chat. Vous pouvez poser les questions. Anne-Stéphanie, Stéphane et Yves seront toujours là et peuvent éventuellement répondre au chat. Si besoin aussi, on peut vous mettre en contact. Hein. Donc, j'ai bien vu le message de Stéphane Courrier. On te mettra en contact, Stéphane, avec Stéphane de chez Multitel. Donc, nous, là, ici, on fait une courte pause. On change les intervenants. Et on lance une petite vidéo, on se retrouve dans 2 minutes. À tout de suite.
Bien, nous sommes de retour pour cette deuxième volet du Carrefour numérique IoT logistique. Alors, on est avec deux autres intervenants, je dirais, différents, si c'est que vous allez voir qu'il y a un lien entre la première et la seconde partie. Donc, tout d'abord, on a Lorenzo de chez IT Optics. Bonjour Lorenzo. Et alors, on a Aurélien de chez BizDev. Bonjour. Alors, on va commencer avec Lorenzo de chez IT Optics, Xeolis. Explique-nous peut-être en quelques mots qui est IT Optics et éventuellement de mettre en avant un domaine de spécialité. J'imagine qu'il y en a plusieurs, mais comme ça, on reste sur le timing. Effectivement, il y en a plusieurs. Donc, il ne faut pas hésiter à m'interrompre si je déborde. Donc, bonjour à tous. Voilà. Le thème d'aujourd'hui, c'est Xeolis. Effectivement, IT Optics, c'est une société montoise qui existe depuis près de 20 ans. Qui a décidé d'entamer un process différent, c'est-à-dire qu'on était en prestation de services en informatique, et de construire une solution qui a pour cœur et comme objectif la traçabilité. Donc, c'est une solution logicielle qui est un peu transverse à plein de métiers et dont la principale notion est de proposer 3 piliers qui sont, d'une part, l'acquisition d'informations, d'autre part, le stockage de cette information et le partage de cette information, et fournir des couches d'exploitation de cette information. Les slides vont beaucoup plus vite que prévu, juste à titre d'info. C'est moi qui suis beaucoup plus long. C'est parce que le timing, on essaye de garder notre timing. Et donc, s'il y a une solution à mettre en avant aujourd'hui, c'est qu'on a une proposition avec un vertical, notamment TMS, Transport Management System, qui inclut notamment le thème d'aujourd'hui, qui est la gestion des unités de transport réutilisables. Cette solution, elle est commercialisée en mode SaaS avec effectivement de l'applicatif mobile et effectivement de la remontée de données IoT qui fait partie du package en fait, que l'on offre. Alors peut-être que les plus attentifs auront vu de manière assez furtive sur les slides du projet CityLine où IT Optics est un partenaire du projet. Et donc, on pourra éventuellement faire des liens où tu pourras nous dire pendant la présentation si ce que tu nous parles a été ou non appliqué dans le projet CityLine. Alors, un des cas de figure sur lequel vous avez beaucoup travaillé, c'est justement le suivi d'unités réutilisables. Quelque part, ça peut être, on l'a vu à l'écran, peut-être qu'on peut remettre le slide 2, une palette, un chariot, des fûts, des bacs. J'imagine que c'était aussi le cas pour le vélo avec son bac et différents sous-bacs ou en tout cas bacs que l'on met dans le grand vélo. Alors, mais quelle est un peu la problématique en fait quand on travaille avec ce genre d'unités de stockage réutilisable? Quelle est la problématique à laquelle on est confronté et qui nécessite d'avoir une chaîne d'information avec l'aide de capteurs IoT, de barcodes, enfin voilà, des techniques de traçabilité, de suivi. L'élément clé, c'est qu'en fait, ces unités de transport réutilisables, jusqu'à il y a encore peu, étaient un peu déconsidérées par les acteurs. Et puis, il y a une réflexion qui est, d'une part, ça engendre des coûts pour l'entreprise, donc d'immobilisation, de renouvellement de ces unités, du management, de maintenance de ces unités. Enfin, tout cet aspect gestion de l'unité, en fait, a fait une réflexion au sein des entreprises de se positionner sur comment mieux gérer ces unités. Elles s'inscrivent dans un cycle qui est un cycle d'unités réutilisables. Donc, c'est une boucle. Elle peut être ouverte, elle peut être fermée, dans le sens où les acteurs sont soit tous partenaires et donc gestionnaires de cette boucle-là, soit en mode ouvert où on ne connaît pas vraiment les acteurs qui vont exploiter cette boucle. Et donc, la problématique qui en est, c'est que comme elles sont réutilisées, elles s'inscrivent dans un mode où elles vont être réexploitées par quelqu'un dans la boucle. Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'elles reviennent chez cette personne-là. Si en plus c'est une boucle qui est gérée, il faut vraiment assumer ce retour d'unité, d'une part pour éviter des bottlenecks à des endroits donnés, des ruptures de charge parce que ça ne permet pas d'assumer la livraison de marchandises et ainsi de suite. Donc, il y a cette problématique de reverse qui est un élément clé en fait, dans les unités de transport réutilisables et pour laquelle en fait, l'IoT va peut-être, en tout cas, et peut permettre en fait de faciliter, d'avoir une meilleure visibilité sur ce process en question, et donc, in fine, apporter une plus-value pour le management de ces unités-là. Voilà. Parce que d'une manière générale, je vais faire bref, mais anciennement, en clair, on indiquait sur des bordereaux papier non digitalisés des quantités de livraison de palettes, de rôles, voilà,
il n'y avait pas de saisie, pas d'automatisation. Il y avait parfois de la réinscription dans un logiciel, tableur Excel. Bien souvent, mais c'était pas encore un suivi en temps réel et l'information est approximative. Voilà, est approximative et donc ça engendre toutes les difficultés qui viennent d'exploitation de cette information qui est approximative et qui fait que, au final, effectivement, c'est moins efficient. Alors, on va voir un petit exemple avec le slide suivant sur deux containers, on va dire, différents du type d'information que l'on peut quelque part capter, en tout cas que l'on peut générer sur ces deux containers. Ouais, c'est un exemple de process que l'on a mis en place, notamment pour une société qui gère donc, la collecte de déchets, notamment dans la région de Mons où on est basé, ou qui exploite en fait notre application qui est basée sur un standard GS1 pour être corollaire avec ce qu'expliquait un peu Stéphane auparavant. Et donc ce standard qui s'appelle le standard EPCIS, il est axé sur 5 points qui sont la détermination chaque fois de quel objet on est en train de mouvementer, quand on est en train de le mouvementer, à quel lieu est concerné par ce mouvement en tant qu'opération, et donc quelle opération on est en train de réaliser sur cet objet, et quel est le statut de cet objet. Voilà. Et donc systématiquement, on arrive à acquérir ces informations-là, soit par des méthodologies qui sont simplement digitalisation de processus qui permet de faire du scanning et du déclaratif. Voilà, c'est une partie de la solution que l'on offre au travers de Xeolis, soit par le biais d'équipements IoT qui remonteront cette information de façon automatisée. Et donc, c'est une autre partie de l'offre dans laquelle on s'inscrit. Alors, un des premiers axes, c'est l'identification, comme quand on a un objet, que ce soit un bac, que ce soit une poubelle, un rôle. Peut-être dis-nous un petit mot justement sur cette étape-là. Quelles sont les solutions qui existent pour justement identifier un contenant réutilisable? C'est réellement une de notre spécificité, c'est-à-dire que le fait d'avoir accepté et d'avoir voulu en fait développer à partir du standard GS1, typiquement la première brique de GS1, c'est définir des identifications. Et notamment, dans le slide qui est le slide suivant, on voit pour un box d'unité de transport, puisque c'est un box de transport potentiellement, voilà, il y a d'une part une notion d'interopérabilité dans l'identification qui est mise en place par GS1. Donc ça permet de passer de code barre à puce RFID, voire de data matrix, et ainsi de suite. Et c'est une information qui est structurée. Et alors, l'objectif in fine de cette identification GS1, c'est de permettre en fait de rendre interopérable en fait l'utilisation de cette box. Dans le sens où l'identifiant que l'on vient placer sur la box le rend unique sur la planète, un peu à l'instar de la canette de Coca qui a un numéro code EAN qui fait que c'est bien une canette de Coca avec sucre et non sans sucre. Voilà, in fine. On est dans cette approche-là. Et donc, typiquement, c'est une réflexion que l'on peut avoir. Plutôt que d'utiliser des identifiants qui sont propres à l'entreprise, peut-être que s'inscrire dans un mode où on va identifier les choses de façon à les rendre interopérables. Après, bien souvent, il y a des flux qui restent internes aux entreprises, donc ce n'est pas forcément hyper nécessaire. Et le standard fait que, en tout cas, notre approche, en tout cas, elle est bimode, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de souscrire à de la codification GS1 pour utiliser nos outils. Il faut rester cartésien, c'est-à-dire que le but, c'est d'offrir une solution. On peut utiliser les standards GS1, par exemple, pour certains besoins spécifiques ou davantage, là, les box, etc., vont sortir de l'entreprise et en parallèle, utiliser des codes, je veux dire, plus internes, qui sont ou pas basés un peu sur les principes. Et donc, on peut très bien travailler avec les deux, de nouveau, en s'adaptant aux besoins, sans forcément avoir une solution, je veux dire, qu'on applique, entre guillemets, bêtement et simplement, sans tenir compte des spécificités d'une entreprise. D'une entreprise, effectivement. On peut effectivement rentrer dans ce mode-là. Après, dès qu'on choisit de s'inscrire dans une identification, c'est une réflexion qui, nous, on conseille de l'aborder, de par le fait qu'à un instant T, peut-être qu'on va ouvrir justement la gestion de ces box dans des flux peut-être ouverts avec des partenaires. Et donc, peut-être que ça aura un intérêt plus probant. Alors, après l'identification, donc il y a toute la partie, quelque part, davantage digitalisation, où on va, je veux dire, suivre, avoir le tracking dont on a parlé d'entrée de jeu avec Stéphanie, Anne-Stéphanie. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on peut faire, je veux dire, tout au long du cycle, quelque part, d'utilisation de la box, si on reprend l'exemple de la box rouge? Ce qui fait partie de nouveau de notre offre, en fait, c'est que le premier volet étant cette identification, le deuxième aspect, c'est comment digitaliser les processus logistiques. De nouveau, en s'inscrivant dans le modèle GS1, il y a tout un ensemble de guidelines
qui permettent de définir des étapes qui sont relativement standards en termes de logistique. C'est-à-dire que la reprise d'une box vide, la dépose dans un site de lavage potentiellement, c'est un peu le schéma que l'on voit à l'écran, la zone de stockage avec le dispatching vers des ordres de mise à disposition aux clients. Toutes ces opérations-là, aujourd'hui, sont prédéfinies dans des guidelines. Et donc, nous avons accepté quelque part de mettre en œuvre ces guidelines-là. Et donc, on rentre dans cette philosophie où on structure la digitalisation d'un workflow de façon standard. Et ça permet essentiellement aussi de pouvoir communiquer en fait vis-à-vis de tiers selon un standard, c'est-à-dire des flux XML, des flux EDI, qui sont standardisés par rapport à ces opérations que l'on mène. Et donc, toute la digitalisation du processus, du workflow que subit en fait un RTI. RTI, c'est Reusable Transport Item, donc c'est l'unité de transport, la box rouge. Très concrètement, elle est standardisée et elle est managée tout au long du flux. Alors forcément, il faut déployer des applicatifs, donc il y a des composants digitales de scanning et potentiellement aussi de l'IoT qui permet de collecter de l'information, comme par exemple sur une zone de stockage, faire un inventaire automatisé. Alors, le temps passe vite, Lorenzo. Ce que je propose, c'est d'aller directement sur les deux cas que tu nous as quelque part apportés, à la fois celui de la Croix-Rouge et d'IGA, et peut-être au moins d'en parler un des deux, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Je prendrai le use case Croix-Rouge, alors, si j'ai le choix. Je te laisse le choix, oui. C'est gentil. C'est celui qui s'y prête le mieux par rapport à la notion de RTI. Donc, le use case Croix-Rouge est le suivant, c'est-à-dire que la Croix-Rouge utilise des unités de transport réutilisables qui sont des box isothermes pour manipuler des prélèvements sanguins, donc des poches de sang, qui sont délivrées vers des hôpitaux. Dans ce contexte-là, en fait, l'unité que l'on voit transporter est une unité qui est identifiée par un code en externe et on n'a pas de notion de contenu, par exemple, qui est manipulé dans cette box. Alors forcément, il y a eu toute une phase antérieure à notre arrivée qui était effectivement l'association de ces codes-là au travers de fichiers Excel, puisque c'était le statut dans lequel se trouvait la société antérieurement. Nous sommes arrivés avec une identification de box qui est purement GS1 parce que justement, on a voulu s'inscrire dans le côté interopérable et on rejoint de l'IoT dans ce mode-là, dans le sens où on a des portiques de scanning puisque les labels qui sont opposés à ces box sont des labels RFID notamment. Donc, on a des portiques de scanning qui permettent de automatiser le processus de retour sur site et donc de faire des lectures groupées. Donc, c'est la principale. Donc là, on est en contactless, comme Stéphane le parlait tout à l'heure. Ouais. Et potentiellement, dans la structure, de par la façon dont le modèle de données est construit, en fait, dès qu'on implémente en fait, des prélèvements à l'intérieur de la box, on a des opérations de scanning du prélèvement et de la box, on a une association. Le tracking de la box fait qu'à tout moment, on peut enlever un prélèvement de la box et continuer à avoir le cycle de vie de la box. Tout ça est complètement... digitalisé et donc présent dans une base de données où on a tout le cycle de vie de la box, mais y compris des contenus de cette box. Et donc, on a un relationnel contenu-contenant. Et le complément en termes d'IoT, c'est que grâce à CityLine, notamment, et là, on fait le corollaire vraiment avec CityLine, on a pu aborder en fait l'implémentation de tags Bluetooth Low Energy, comme disait Stéphane, qui sont des tags qui nous permettent de remonter de la donnée température et donc d'associer toutes ces courbes de température qui sont liées à la box. Mais in fine, on arrive à les associer, y compris au prélèvement, de par le système qui est le modèle GS1 de structuration. Donc là, on le voit, on combine des systèmes différents systèmes techniques qui vont permettre de mesurer différentes choses, c'est-à-dire savoir où est le contenant, des informations de type température, de savoir en permanence, en temps réel, donc avoir du tracking, mais aussi éventuellement de la traçabilité. Je veux dire, plus là, si on avait un problème ou si on voulait savoir si toutes les règles ont été respectées, a posteriori. A posteriori, d'accord. Effectivement. Alors, merci Aurélien. On va passer… Lorenzo. Pardon, oui. Justement, Lorenzo, on va passer chez Aurélien, pardon. Sans plus attendre, parce que le temps file. Comme ça, Aurélien aura le temps de pouvoir nous expliquer. Donc, tu es chez BizDev et aujourd'hui, tu viens nous parler du suivi de personnes. Donc, avec les prédécesseurs, on était davantage sur le suivi de contenants, de marchandises, voire de matériel. Et si on est dans le quatrième volet, je dirais, avec le suivi de personnes, mais pourquoi est-ce que c'est important, voire nécessaire, de pouvoir, à certains moments, en tout cas, de suivre ces travailleurs, ces employés, peut-être ces coursiers, ces livreurs ou d'autres professions? Alors, tout d'abord, effectivement, BizDev est aujourd'hui une société de 50 personnes qui est active dans les différents domaines que vous avez cités au préalable.
Et on est aussi expert en mobilité. Et donc, on se rend compte de plus en plus, on en a parlé tout à l'heure, il y a une multiplication des déplacements, il y a une activité qui se multiplie de plus en plus, avec aussi en contrepartie la nécessité d'avoir de plus en plus de données, et surtout d'avoir des données qui nous permettent de prendre des décisions. Et donc, dans ce contexte-là, on est venu justement récupérer les informations qu'on vient de citer, hein, l'IoT, la géoloc, etc. Et on est venu greffer autour de tout ça un certain nombre de modules reliés finalement au personnel qui se déplace. Et donc, oui. Et donc, par exemple, je vois dans un des slides que tu avais préparé, donc d'avoir une géolocalisation, par exemple, du personnel, ce qui peut être important, notamment, par exemple, dans la construction, de savoir où sont enfin, sur quel site, sur quel chantier sont ces différents travailleurs. Ça peut être aussi des notions de pointage. Donc, c'est-à-dire, là, de nouveau, quelque part, c'est la personne est présente pendant un certain laps de temps à un endroit donné. Ça peut être aussi tout ce qui est affectation du personnel pour le dispatcher sur différents lieux, lui attribuer différentes missions, avoir aussi un suivi administratif, parce que donc, de nouveau, en fait, on se focalise sur la personne, et c'est là que tu disais, on vient greffer voilà, le système de timesheet, le système de présence, des informations administratives, et on se concentre sur la personne. Sur la personne, c'est-à-dire qu'on essaie de centraliser en fait toutes les données au cœur d'une seule plateforme qui va regrouper effectivement des informations d'objets, des informations de véhicules, etc. Et on va venir rajouter tout ce qui est lié à l'humain. Donc, tout ce qui est le pointage. Alors, il y a le pointage classique. Tout le monde comprend ce que c'est que le pointage. J'arrive, je commence ma journée, je pointe. Mais il y a aussi du pointage un peu plus évolué, notamment quand les déplacements sont de plus en plus optimisés. Voilà, on ne démarre pas forcément sa journée au bureau le matin. On est chez soi, on est chez un client. Et donc, il faut ramener cette notion de pointage au niveau mobilité. Et donc, l'ouvrier dispose d'outils qui lui permettent de facilement faire le pointage et de relier tout ça à des tâches, à des activités qui permettront derrière d'être exploités pour non seulement optimiser les flux de déplacement du personnel et aussi voir si une activité est plus rentable qu'une autre dans le contexte qui est un peu compliqué actuellement. Donc, il y a une notion de suivi, mais surtout aussi une notion pour augmenter l'efficacité opérationnelle, enfin à la fois des équipes et au final de l'entreprise. Opérationnel et aussi d'un point de vue client, parce que le client aujourd'hui, il a envie de transparence, il veut savoir en temps réel ce qu'il en est, pourquoi il paye un service. Donc, on se doit de lui donner l'information le plus rapidement possible. Alors justement, au niveau des… Donc là, c'est le cadre de base. Voilà, on veut collecter toute une série de données sur les personnes. Quels sont les différents challenges qu'on rencontre quand on veut mettre en place ce type de solution? Il y a plusieurs challenges. D'abord, il y a le challenge technique, on en parlait avec les standards, qui sont quand même aujourd'hui très compliqués. La technologie va très vite, donc il y a un certain nombre d'éléments qui doivent discuter entre eux. Donc d'un point de vue technique, je dirais que le challenge, c'est de s'interfacer avec tout ce qu'on a besoin, avec des systèmes plus ou moins ouverts, des systèmes propriétaires, comme on entendait dans la première partie. Donc ça, c'est un challenge un peu plus technique. Sur le challenge plus humain, c'est justement de s'adapter aux spécificités de chaque client. Parce que finalement, tout le monde sait ce que c'est que du pointage, mais une société A ne va pas faire le même pointage qu'une société B, ne va pas attendre les mêmes données en retour de ce pointage. Donc ça, c'est vraiment une analyse fonctionnelle qu'on doit faire au cas par cas avec le client, et on doit être capable aussi de challenger le client pour qu'on mette en place la meilleure solution pour lui. Et enfin, le dernier point qui est quand même important, étant donné qu'on parle d'humain, c'est d'intégrer les équipes de terrain dans cette réflexion. Parce que c'est clair que quand on parle de ce genre d'aspect, il y a quand même quelques réticences parfois, donc il faut essayer de les conscientiser le plus vite possible dans le projet et tout au long de nos développements pour que, in fine, l'utilisateur utilise réellement l'application. Parce que l'objectif aussi, c'est de lui faciliter la vie sur le terrain. Alors, tu es venu avec un exemple pour qu'on voit un peu la solution que vous avez développée chez un de vos clients. Peut-être en quelques mots, quels sont les besoins, et après on peut peut-être passer au slide suivant où il y a les différentes maquettes ou print screen de la solution. Peut-être que tu peux nous expliquer. En quelques mots, l'exemple concret effectivement qu'on a pris, c'est une multinationale qui est leader dans le service multitechnique. Donc de plusieurs milliers de techniciens sur le terrain, un peu partout en Europe. Et donc, le premier besoin, c'est évidemment la géolocalisation des véhicules. Ça, c'est un besoin qui est relativement commun aujourd'hui. Mais c'est aussi d'optimiser le temps travaillé en itinérance. Parce que quand on fait des longs déplacements, voilà, il faut optimiser un peu plus les choses. Donc, on a besoin de plus d'informations. Et donc, l'idée, c'était vraiment de passer tout bêtement de la feuille et du stylo, comme c'est encore le cas malheureusement dans beaucoup de structures, à une solution sur tablette et smartphone qui permet vraiment d'optimiser le flux d'informations
Un élément également important, c'est sur le plan légal, c'est-à-dire que sur chantier, il y a une déclaration qui doit être faite auprès des services de l'ONSS, qui est quelque chose d'obligatoire et qui doit être fait au jour le jour, qui est assez… Et donc là, ça veut dire que la personne arrive avec votre solution sur le chantier. Oui. Évidemment, la personne est détectée, enfin voilà, doit badger à voir comment ça fait techniquement, et automatiquement, je veux dire, ça informe l'ONSS. Enfin, je veux dire, les services effectivement de l'ONSS pour la déclaration, c'est-à-dire que tous les matins, il démarre son application, il voit quelles sont les missions qui lui sont assignées. Et quand il arrive sur site, il est géolocalisé pour qu'on lui propose le chantier qui est le plus proche, pour qu'on facilite, entre guillemets, la lecture de sa mission. Et dès que cette étape est faite et qu'il démarre cette mission, automatiquement, ça va effectivement remonter ça à l'ONSS pour déclarer le travailleur. Et donc, le gain pour l'entreprise, c'est de s'assurer, enfin de diminuer le risque d'avoir un souci d'ONSS. On voit là, souvent dans la presse des inspecteurs qui descendent, et puis il y a la moitié des gens qui soit ne sont pas en règle, alors de manière soit volontaire ou involontaire, hein, on va laisser le bénéfice du doute, mais ici au moins on peut quelque part sortir ça de sa tête et s'assurer que le chantier est… Ça, c'est clair. Alors, c'est effectivement un des enjeux du projet, c'est que effectivement, quand on a plusieurs milliers de techniciens à gérer, concrètement, la déclaration avant qu'on mette en place l'application, c'est un chef de chantier sur chaque chantier qui doit appeler les services des ressources humaines de chaque département pour déclarer les personnes présentes sur site. Alors, effectivement, sur plusieurs milliers de techniciens, il y a des malades, il y a des personnes qui se cassent la jambe sans le vouloir. Donc, il y a effectivement des problématiques de cet ordre-là. Et donc, l'application, d'abord, ce qui l'amène, c'est la fiabilité de la donnée. C'est qu'on est certain que la personne qui a pointé était bien présente. Et non pas le chef de chantier qui suppose que son technicien va arriver, donc il le déclare quand même alors que ce n'est pas le cas. Donc voilà, et c'est surtout aussi le gain de temps, parce qu'aujourd'hui, ça passe par du téléphone, dans le meilleur des cas par un mail, et puis derrière par un réencodage dans les plateformes légales. Donc tout ça prend énormément de temps forcément. Alors, tu nous parles justement des gains que ça a pu de permettre, une information de qualité, du gain de temps, moins ou pas de risque au niveau de l'ONSS. Est-ce que tu as quelques chiffres à nous communiquer sur justement, en termes un peu de ROI ou d'impact, de quoi on parle en fait? Alors, on avait fait une enquête auprès justement des différents services pour un peu pouvoir mesurer ça. Donc, d'un point de vue opérationnel, le chiffre qui était ressorti, c'était environ 20% de gain. Pourquoi? Parce que quand le technicien auparavant partait en mission, pour le peu qu'il oublie un document technique, une procédure opérationnelle de terrain, une fiche de contact, tout ce qu'on peut imaginer en termes de documents nécessaires pour une intervention. Quand il était oublié, ça passait par un appel au chef de chantier qui devait se renseigner en interne, aller regrouper les éléments, etc. etc. Et donc, toute cette partie-là, aujourd'hui, quand il ouvre son application, il retrouve toutes ces infos, et s'il en a besoin, il passe un coup de fil, on lui pousse directement dans l'application et il le reçoit. Donc, il y a quand même un gain qui a été fort important d'un point de vue opérationnel. Et alors, le gain aussi qui est très important, et je l'ai cité auparavant, c'est la fiabilité. C'est la fiabilité, et donc on a estimé un risque d'erreur de moins 30%. Pourquoi? Parce que pour ce groupe en question, la donnée, une fois récupérée de notre application, est répartie dans 5 logiciels différents. Donc ça va du logiciel ressources humaines à l'ERP, au logiciel qui gère les équipes opérationnelles, etc., etc. Et donc, à partir d'une seule et même information, on la redispatche vers X applications, ce qui était avant fait auparavant via des Excel, via des mails et du réencodage. Alors, on a parlé du risque légal, mais alors aussi, élément intéressant que j'ai vu dans ta présentation, c'est l'augmentation de la confiance et de l'image, quelque part, que les clients, les fournisseurs, voire même peut-être les employés, ont dans l'entreprise qui, justement, développe une solution innovante. Donc, ça permet aussi d'aider l'entreprise dans son image vis-à-vis de ses clients, fournisseurs et employés. Alors ça, c'est effectivement une enquête qui a été faite auprès des clients finaux de notre client, où effectivement, ils se disent, OK, c'est maîtrisé. La personne arrive sur le terrain, elle a tout ce qu'il lui faut, et après l'opération, il n'y a plus de discussion possible. Alors, auparavant, quand un technicien repartait, s'il était resté 1h15 ou 1h20, parfois ça se joue à la minute près, il y avait des discussions généralement pas très agréables à avoir entre finalement le client et l'entreprise. Donc déjà, toute cette partie-là, finalement, a été retirée. Et effectivement, le client, en retour, dispose de l'information dans la journée. Alors qu'auparavant, le temps que le technicien rentre en fin de semaine, donner les papiers, ça prend beaucoup plus de temps. Et donc, il y a un gain aussi pour l'entreprise au niveau facturation, parce que les délais de facturation sont énormément réduits.
on pourrait facturer quasiment au jour le jour. En temps réel. En temps réel, quasiment. Ouais. Ouais, exactement. D'accord. Alors, le timing là est quasi fini pour qu'on puisse laisser nos webinotes à temps. Peut-être juste pour terminer, j'ai vu que la prochaine étape dans cette phase de développement, c'est de pouvoir justement de mieux monitorer tous les aspects CO2 pour, voilà, on sait que c'est quelque chose de très important aujourd'hui, de diminuer l'impact CO2. Et donc ça, c'est ce sur quoi vous travaillez aujourd'hui. Oui. Alors en fait, on a développé depuis quelques années déjà une plateforme qui permet de mesurer l'impact CO2 sur chantier pour tout ce qui concerne les équipements, les déchets, les matières premières et les déplacements de personnel, uniquement les déplacements de personnel. Et donc l'idée, c'est de croiser finalement les données entre cette plateforme et les données de terrain qu'on récupère pour un peu voir, OK, finalement, telle personne part du point A et telle personne part également du point A à quelques mètres près. Pourquoi pas regrouper ça? Donc aujourd'hui, on travaille déjà sur les équipements et sur les véhicules quelque part, mais on veut aller un cran plus loin, de se dire finalement, on pourrait encore consolider les informations pour optimiser l'impact CO2 des sociétés qui sont demandeuses, parce qu'ils sont, il y a quand même pas mal de sociétés qui sont aujourd'hui dans des démarches de réduction. Donc on voit que aussi, quelque part, tout comme on peut le faire pour des équipements, on va suivre les kilomètres qu'ils font, aussi faire la même chose pour les personnes et pour contribuer à un meilleur bilan environnemental. Exactement. Merci Aurélien. Alors, on arrive donc ici au terme et on est quasi dans les clous en termes de timing de ce carrefour du numérique IoT logistique. Mais je tiens à remercier très chaleureusement nos différents orateurs, dont il en reste 2 ici avec moi pour le moment. Je tiens aussi à remercier très sincèrement Technofuture TIC qui nous met à disposition ce magnifique studio et aussi le collègue Adrien qui a mis en musique et en lumière et en image ce webinaire. Merci à lui pour son travail de réalisateur. Merci aussi à Logistique in Wallonia qui nous a aidé à concevoir le déroulé de ce webinaire avec les différents intervenants. Merci aussi à l'équipe Infopole, Charlie Isabelle qui était derrière les écrans et qui ont aussi travaillé beaucoup en amont pour préparer ce webinaire. Petit merci aussi à Loïc qui vient faire quelques photos aujourd'hui. Alors en termes de suivi, donc il y aura d'autres carrefours du numérique, mais plutôt après l'été, après septembre. Vous allez recevoir d'ici quelques heures ou quelques jours, en tout cas avant la fin de la semaine, le lien pour pouvoir revoir les vidéos. Vous allez également recevoir le slide, les différents slides de nos intervenants et vous verrez que parfois il y a un peu plus de contenu que ce qu'on a pu ici aborder parce que le temps passe vite et puis en plus nos orateurs ont beaucoup de choses à dire. N'hésitez pas aussi à nous faire un petit feedback, soit via le chat qui est encore ouvert ou soit par email après sur ce que vous en avez pensé, ce que l'on peut améliorer. On est toujours prêt aussi à innover et à se réinventer. Et alors n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter ou à nous suivre sur les réseaux, notamment LinkedIn si ce n'est pas encore fait. Voilà, merci à tous pour votre participation et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.